Bonjour à tous et bienvenue dans ce concours corrigé. Aujourd'hui, nous allons faire l'épreuve d'HEC 2019 ECS. Vous attendiez une petite analyse, vous attendiez peut-être un barème approximatif. On va voir aujourd'hui, on va pas voir tout le sujet, sinon on en a pour une dizaine d'heures et je pense que ça va pas vous plaire. On va ici zoomer sur les questions que moi, en tout cas, j'ai repérées comme étant très abordables sur ce sujet. Et on va zoomer sur deux, trois pépites qu'on fera pendant cette courte vidéo. Allez, on y va. Donc ici, on avait un sujet comme c'était prévisible. Hein. L'an dernier, il y a eu beaucoup d'analyses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, c'était un sujet d'analyse qui était sujet numéro 2. Il devait y avoir de l'algèbre. Donc, il était très probable cette année que l'algèbre allait revenir en force. Et effectivement, on a eu un sujet d'algèbre, quasiment exclusivement d'algèbre, avec du n variable aussi, qui est souvent lié à l'algèbre bilinéaire. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des notations. Les notations sont assez standards. On avait 5 parties. Moi, ce que j'aurais, donc on a notamment ici après dans l'énoncé aussi. Donc l'énoncé, avant qu'on commence à faire une question, l'énoncé fait déjà plus d'une page. On a toute une partie sur les matrices blocs. Alors ça, c'est pas ultra classique en prépa. On a beaucoup d'exercices autour des matrices blocs, mais c'est pas tombé très souvent. Donc déjà là, quand je vois ça, je me dis bon, c'est peut-être pas là-dessus que je vais m'éterniser. En revanche, je regarde le début et donc là, moi, je vais vous dire quelles sont les questions. Donc j'ai noté les questions que j'aurais traitées dans ce sujet, que j'aurais repéré tout de suite. Donc déjà la partie 1, sans doute, j'aurais tout traité. La partie 2A, donc partie 1, hein, c'est souvent comme ça. Je sais, ils introduisent avec un exemple où c'est généralement calculatoire. Un étudiant très entraîné en calcul et qui connaît bien son cours arrive à s'en sortir. Et je serai vigilant, on va faire la question 1 parce que souvent, dès la question 1, on envoie un signal au correcteur. Suis-je l'un des étudiants qui aura entre 15 et 20 ou alors est-ce que je suis un étudiant plus, on va dire, d'un niveau inférieur qui va avoir sans doute en dessous de 15. Et ça se voit souvent dès le début. Donc, attention, vigilance sur cette première question. On va voir comment est-ce qu'on pouvait tout de suite envoyer un signal positif au correcteur. Partie 2, là, on a des choses qui nous rappellent traces de TAB. Ça nous rappelle quand même, je vais vous insérer parce que je l'ai préparé, ça nous rappelle quand même un sujet d'écrit comme en 2003 où on avait la trace de TAB qui était le produit scalaire qu'on allait gérer. Donc, ceux qui avaient fait ce sujet déjà étaient plutôt contents de dire « Ah, je connais ce produit scalaire ». Et effectivement, donc moi, j'aurais clairement aussi fait donc la question 4A, 4B. Ensuite, je me serais sans doute battu sur la 4C et on va voir cette question qui était très sympa. J'aurais fait aussi, alors j'ai noté quoi, la 6, donc la 5, oui, la 5 je l'aurais faite, elle est assez courte. La 6, je l'aurais faite jusqu'à la 6D. Voilà, 6D. Et après, on a des matrices blocs, donc peut-être que je l'aurais fait dans un second temps, après avoir épuisé toutes les questions classiques que j'identifie dans le sujet. Ensuite, j'aurais fait la question 8. Pourquoi la question 8? Allez-vous me dire? Eh bien, parce que c'est du n variable. Donc ça, cette question ici. La question 8, j'aurais fait jusqu'à la 8F. Parce que c'est du n variable et parce que c'est un sujet qui est assez, c'est ici une fonction qui nous fait penser en tout cas. Alors là aussi, je vais vous mettre l'exemple auquel ça me fait penser. Ça me fait penser au sujet de l'ESCP en 2015 où on avait comme fonction le produit des xk au carré. Là, on a le produit des xi tout court. Mais où les questions vont être sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a après la somme S, la somme des xk carré égale 1, alors que là, c'est W égale à la somme des xi égale à 1, et où, bref, on a ici une espèce d'étude de fonction de n variable sous contrainte, et c'est exactement le cas ici, où là, on a aussi des contraintes h de x1, xn égale 1, enfin bref. Donc là, les étudiants qui auront fait ce sujet de l'ESCP 2015, que j'ai traité moi avec mes élèves cette année, autant vous dire qu'ils étaient plutôt contents. Ensuite, j'aurais traité 9A, qui est une question bateau sur les projecteurs. On va voir ça rapidement. J'aurais traité la 9B aussi, qui semble quand même jouable.
même s'il y a des matrices blocs, bon, je me dis, je vais peut-être le tenter quand même. Et puis, 10A, 10C, alors, je regarde ce que c'est. Eh oui, 10A justifie que TA, alors ça, c'est vraiment une question où je me dis, il y a peut-être quand même des points à aller chercher. C'est une question courte, où on a une hypothèse forte ici que F carré égale id, c'est-à-dire A carré égale I, et on nous demande de montrer que TAA est inversible. On se dit que ça va être jouable. La C, c'est une question cadeau, donc j'espère que ça, vous l'avez repéré. Question que même un étudiant de lycée peut trouver. Ensuite, dans la partie 5, il y avait aussi des questions à faire, en fait. Là, la partie 4, elle semble bizarre, elle semble un peu compliquée, donc peut-être que c'est pas le truc que j'aurais fait en premier. Et ici, sur cette partie 5, là, on a en question 16. Sans doute, on voit ici inf de m-v. On se dit quand même que ça ressemble au théorème de minimisation en algèbre bilinéaire. Donc là, c'est clairement une question de cours. Donc moi, j'aurais identifié comme étant une question à faire absolument. Et puis ensuite, on a 19A et B. J'ai noté 19A et B. Ah oui, là, on a du calcul. Bon, là, on a le A. On va voir que c'était assez simple. Justifier que W est diagonalisable. Généralement, quand on a ce genre de questions, c'est que la matrice est peut-être symétrique à coefficient réel. Et ici, quand on voit la tête de W, W égale 1,5 de V plus T de V, on se dit que quand on va faire transposer W, à tous les coups, ça va être bon. Et bien, en fait, oui, ça va être bon. Donc, cette question, je l'aurais traitée très rapidement. Et puis, la B, où ça va être du calcul de produits scalaires, où on fait apparaître des normes. Donc, ça aussi, la B, je pense que je l'aurais identifié comme une question à faire. Et puis, j'ai noté aussi la question 20A. Eh oui, la question 20A. Souvent, les étudiants se disent, bon, les sujets sont de difficulté progressive. Et donc, la partie 5 est injouable. Eh bien non, ici, la partie 5, il y avait des choses à aller chercher. Et là, on avait notamment la 20A, où c'était aussi du calcul, quoi, avec théorème de Pythagore, peut-être, ou pas. Peut-être c'est juste du développement des identités remarquables avec les produits scalaires. Donc, en faisant tout ça, toutes ces questions, j'ai déjà du boulot. J'en ai sans doute pour, à mon avis, 3 bonnes heures, bien intenses. Et donc, si je réalise bien ça, je sais que j'ai à peu près 15, voire plus. Après, je suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas le barème, je connais pas toutes les prestations de tous les candidats. Mais là, avec ça, on est plutôt pas mal. Alors maintenant, voyons, on va zoomer, maintenant que je vous ai donné un petit peu la stratégie globale, on va zoomer sur quelques questions, et notamment le début. On va regarder comment on pouvait trouver des choses. Donc là, je me mets hop ici, on va prendre le stylo. C'est parti. Donc, dans la partie 1, question 1, on voit assez rapidement que le rang de A, ça va être 1, puisque quand j'observe ici la matrice, on voit que la première colonne est égale à moins la deuxième colonne. Donc, les deux colonnes sont liées. Et donc, ici, on a le rang qui va être égal à 1 de manière évidente. Ensuite, quand on fait le calcul de A carré, alors il ne faut pas se planter, step by step, on y va tranquille. A carré, on obtient A. Voilà, vous le ferez. Mais on obtient A. Que peut-on dire de l'endomorphisme F canoniquement associé à A? Là, on a, pour ceux qui ne connaissent pas bien leur cours, peut-être un moment de solitude, mais pour ceux qui connaissent bien leur cours, ils disent, ah mais attends, ça veut dire que F carré égale F, mais ça, c'est la caractérisation d'un projecteur. Donc ça veut donc dire que F est un projecteur. Eh oui, F est un projecteur. Et qu'est-ce que ça veut dire, F est un projecteur? Eh bien, ça veut dire quand même pas mal de choses. On nous le dit derrière, est-ce un endomorphisme diagonalisable? Là, ils veulent nous faire comprendre que lorsque F est un projecteur, peut-être qu'il y a des points de cours qui lient donc le point de cours avec le fait que F va être diagonalisable ou pas. Bon, bref, comment peut-on connecter projecteur et diagonalisation? Tel est le but de cette question. Et là, on commence à voir déjà le niveau du candidat. Parce que vont faire, on va dire, que va faire une grande majorité de candidats? Eh bien, une grande majorité de candidats va regarder la question d'après, quelles sont les valeurs propres et les sous-espaces propres de F. Et donc, les candidats vont calculer les valeurs propres, calculer les vecteurs propres, et éventuellement à l'aide d'un polynôme annulateur, puisque comme on a F carré égale F, on voit qu'il y a sans doute un polynôme annulateur. Et ensuite, vont répondre à la question,
est-ce un endomorphisme diagonalisable? Sauf que ça n'est pas l'esprit de la question. L'esprit de la question, c'est dites-nous d'abord si c'est diagonalisable. Et ensuite, on vous demandera les valeurs propres et les vecteurs propres. Bon, et bien là, ça faisait appel un petit peu à la réflexion autour des projecteurs pour ceux qui ne connaissent pas bien le cours. Bon, et donc maintenant, si on essaye de l'appliquer à cet exercice, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a, dans l'exercice, on a vu qu'on avait f carré qui valait f. Le cours nous dit donc que R2, puisque ici c'est R2, notre E c'est R2, on a donc donc R2 qui vaut ker de, alors soit je mets, je peux mettre ker de f, plus im de f. Bon. Ker de f, on sait que c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre f si ker de f est non nul, ce qui est le cas. Je vous rappelle que comme le rang est non nul, il est égal à 1, nécessairement, la dimension du noyau, ça va aussi être égal à 1. Donc le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Donc ker de f est bien le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Et donc 0 est valeur propre. Donc on a déjà notre ker de f qui vaut E de 0 de f. Et notre im de f, là, regardez ce qui se passe. Notre im de f, d'après le cours, notre im de f, c'est ker de id, donc c'est id de R2 ici, moins f. Mais là, on se dit, tiens, ça ressemble à ker de f moins identité, sauf que c'est id moins f. On aimerait rien que ce soit dans l'autre sens. Sauf qu'en fait, ça c'est une démonstration qui est très courte, puisque, regardez, ker de id de R2 moins f, ça nous fait quoi? Ça nous fait l'ensemble des x appartenant à R2, tel que id de R2 moins f de x égale 0. Bon, ok. Ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R2, tel que x moins f de x égale 0. Ok. Bon, je vais essayer peut-être. Moi, j'ai toujours en tête, il faut que j'obtienne ker de f moins id. Bon, en fait, là, ici, il suffit juste de passer le tout de l'autre côté, et ça nous fait f de x moins x égale 0, de manière assez simple ici. Et donc, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R2, tel que f moins id de x égale 0. Bref, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte que, donc c'est id de R2 ici, on se rend compte que notre im de f, c'est finalement ker de f moins id de R2. Et donc, on a R2 qui vaut ker de f plus ker de f moins id de R2. Et donc, c'est bien égal à E de 0 de f, donc sous-espace propre, si je l'appelle comme ça, associé à la valeur propre 0 de f, et puis E de 1 de f. Et ce faisant, on montre que le spectre, là on en conclut tout en fait, on montre que le spectre de f, c'est exactement 0 et 1, et que f est diagonalisable. F est diagonalisable. Ça, c'était presque du cours, cette question. Tout projecteur est diagonalisable. Là, on vient d'en faire de le visualiser, d'en faire une courte démonstration. On pouvait aussi, autre façon de voir, c'est de le voir matriciellement. C'est-à-dire que si on a l'image, si on considère, vu que im de f plus ker de f égale à E, donc ici R2, ça veut dire que, alors, est-ce que je le fais dans le cas général ou pas? Bon, on peut le faire dans le cas général, mais est-ce que je le fais maintenant? Je le ferai plus tard. Je vous ferai la définition, la version matricielle plus tard. Pourquoi? Parce que c'est la question classique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en partie 3 ou partie 4. On va la faire un petit peu plus tard. Mais bon, bref, donc ici, on pouvait voir assez rapidement que f était diagonalisable, les valeurs propres, on les a d'un coup, et ensuite, pour trouver les vecteurs propres, bon, là, ici, c'est pas extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que je sais que im de f, donc si je reprends on va peut-être commencer par le noyau, c'est encore plus simple, ker de f,
comment je fais pour trouver l'écart de f? En fait, j'observe que la première colonne est égale à moins la deuxième colonne. Donc, quand je fais A fois 1 moins 1, je vais obtenir 0, 0, c'est-à-dire 0 fois 1 moins 1. Et donc, vu qu'on sait que le noyau va être de dimension 1, il ne peut pas être de dimension 0, puisqu'on a vu que le noyau n'était pas réduit au vecteur nul, il ne peut pas être de dimension 2, parce que s'il était de dimension 2, ça voudrait dire que la matrice A est nulle, ce qui est absurde, donc nécessairement le noyau de dimension 1. Et donc, du coup, on a ker de f qui vaut vect. Alors attention, hein, ici, il faut le mettre sous forme, ici, E1 moins E2. On est dans un endomorphisme de R2. Et donc, on prend la base canonique, et donc, on a ker de f qui vaut vect de E1 moins E2. Quant à l'image, bah, l'image de f, on sait d'après le cours que c'est vect de f de E1, f de E2. Mais f de E1 est égal à moins f de E2. Donc, en fait, ce f de E2, on peut l'enlever. Et donc, du coup, ça nous donne vect de f de E1. Mais f de E1, c'est quoi? On a vu que f de E1, c'était 1 fois E1 plus A fois E2. Bon, ben voilà, c'est fini. Donc, ça nous fait E1 plus A E2. Et donc, on a trouvé notre E1 de f, donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, qui n'est rien d'autre que l'image de f, qui vaut vect de E1 plus A E2. Donc, vous voyez que sur cette question, on pouvait la faire rapidement si on connaissait bien son cours. Et je pense que dès le début, on voyait le niveau là. Bon, après, calculer, donc là, on ne va pas le faire. Ça, c'est sensiblement la même chose, c'est du calcul. Il y a pas de, on voit assez vite, hein, calculer m égale t a de a. La matrice m est-elle diagonalisable? Donc, plusieurs façons de le voir. Soit on fait le calcul et du coup, on voit qu'elle est symétrique, mais de manière plus classique, avant même de faire le calcul, on sait qu'elle est symétrique. Pourquoi? Parce que on a transposé de m qui est égal à transposé de AA. Et ça, vous savez que ça fait transposé de A fois transposé de A. Je vous rappelle hein, le cours, hein, transposé de A fois B, ça fait transposé de B fois transposé de A. Bon. Mais transposé de A, ça fait A, donc on obtient transposé de A fois A. Et donc, bref, on obtient bien M. Donc on a bien que M est symétrique à coefficient réel, donc diagonalisable. Ok. Ensuite, donc sur bon là le M est-elle la matrice d'un projecteur? Bon là aussi c'est une histoire à quelle condition est nécessaire et suffisante. Il faut vérifier que dans quel cas M carré égale M, c'est du calcul. Partie 2, on avait donc des réminiscences du sujet d'Écricom 2003, où là, il s'agissait de vous tester un petit peu sur le produit scalaire. Alors moi, ce que j'ai obtenu sur cette question, juste rapidement, dans la question 4A, moi j'obtiens que trace, donc 4A, j'obtiens que trace de TAB est égal après calcul, hein, donc ça nous entraînait sur le produit matriciel, que les étudiants n'aiment pas trop, alors que ça tombe quand même très souvent. On obtient ça. Ok. Ensuite, eh bien, moi j'ai envie qu'on zoome sur cette question 4. Cette question 4, qui, vous allez le voir, était une question, je pense, où on pouvait aussi faire la différence. Alors, on va juste rappeler rapidement. Donc, on est en question 4C. On va rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz rapidement. Hein, pour tout UV élément de E carré, on a U scalaire V. Hein, je ne mets pas les notations. Moi, on peut le faire au carré, inférieur ou égal à norme de U carré, norme de V carré. Ça peut aussi être valeur absolue de U scalaire V plus petit que, et donc là, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, on a ça. Avec égalité, il faut connaître bien le cours jusqu'au bout.
si et seulement si U et V sont des vecteurs liés. Vecteurs, on va dire que c'est masculin, liés. OK. Donc ici, nous le rappelle, donc il est à peu près évident qu'on va se servir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va essayer de regarder ce que c'est que trace de A carré, trace de TAA. Là, qu'est-ce qu'on repère en fait? On repère une petite astuce ici. C'est que quand je fais... donc on sait que, en reprenant les notations de l'énoncé, A scalaire B, c'est égal à trace de TAB. Donc, si je fais TAA, qu'est-ce que ça me donne ce truc? Eh bien, ce truc, ça me donne trace de transposé de TA fois A. Et comme par magie, on obtient trace de A au carré. Donc déjà, on se dit, tiens, on a du Cauchy-Schwarz, on se dit, on va pas ici faire du calcul matriciel, on va peut-être se servir de Cauchy-Schwarz. Et effectivement, trace de A carré, déjà, il fallait voir que c'était transposé de A, scalaire A. Bon. Et une fois qu'on a ça, après, quand j'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a quasiment le résultat, c'est-à-dire que ça nous donne que trace donc de A carré, c'est plus petit que transposé de A fois, enfin, norme, pardon, de transposé de A, ils mettent un petit 2, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, fois norme de A. Bon, et donc, ça nous donne en fait le résultat, hein, parce que ça nous fait trace de transposé de A, donc là, il y a les poséments, fois transposé de A, fois la trace de transposé de AA. Bon, et donc, là, on se dit, ok, mais comment... Donc ça nous fait, donc, on va continuer, ça nous fait donc trace de transposé... Non, ça nous fait trace de A, pardon. Trace de A transposé de A, que multiplie trace de transposé de AA. Et nous, quand on voit la réponse, on se dit, ouais, mais on aimerait bien, nous, ici... alors, pardon, déjà, j'ai oublié des racines, là. Hein. Donc là, c'est racine carrée. Et là, c'est racine carrée. Bon, mais on se dit, on a transposé de TA, ici, mais celui-là, on ne l'a pas. On y est presque. Mais on aimerait montrer que transposé de A, T de A, c'est égal à transposé de... à trace, pardon, de transposé... je répète, on aimerait montrer que trace de A, T de A est égale à trace de TAA. Et bien ça, en fait, c'est du cours. Eh oui, je vous rappelle que dans le cours, la démonstration est à connaître, hein, il y a un petit rappel quand même, pour toute matrice, coupe de matrice AB, hein, appartenant à Mn de R carré, on a la trace de AB qui vaut la trace de BA. Et donc, ici, ce truc-là, là, ça va exactement être trace de TAA. Donc, on aura bien notre trace de A carré qui va être plus petit que trace de A, de TAA. De TAA, donc racine au carré, c'est-à-dire le résultat, quoi, c'est QFD. Donc, vous voyez ici, c'était une question qui n'était pas si dure, il fallait bien le faire. Mais en posant bien les choses, en connaissant bien son cours sur la trace, on y arrive. Montrer également que, eh bien là, on se doute quand même que ça va être cette histoire de ouais, mais il suffit que les donc on va vérifier en fait qu'il y a égalité si et seulement si U et V sont liés. Donc on va ici par prudence peut-être se le faire comme il y a une équivalence ici, même si là j'ai du si et seulement si. Par prudence, moi je vous conseille de faire un côté puis l'autre. Il y a un côté qui est évident ici, c'est que si on part de A appartient à Sn de R, évidemment, Sn de R, hein, juste pour rappel, ça veut dire que A est une matrice symétrique. Si A est une matrice symétrique, on va montrer sans trop de difficulté que la trace de TAA est égale à la trace de A carré. C'est assez, ici c'est assez évident parce que si A est symétrique, T de A égale A, donc T de A et T de A fois A, ça fait A carré, donc on a l'égalité qui est évidente là ici. Donc je vais l'écrire vite fait.
Donc, pour la question, pour l'égalité, donc supposons que A appartient à Sn de R. Alors, transposé de A égale A. Donc, transposé de A, ça vaut A carré. Donc, le résultat. OK. Maintenant, on fait dans l'autre sens. Supposons que donc A appartient à Mn de R, tel que trace de A carré égale trace de TAA. Bon. Là, c'était un petit... Enfin, vous allez voir, il faut un peu se laisser porter par le raisonnement. Donc là, on a donc l'égalité. Hein. Et donc l'égalité, d'après le cours, nous dit qu'on a cette égalité lorsque on avait dit T de A et A sont liés. Donc là, ici, d'après le cours, alors, A et T de A sont liés. C'est-à-dire, on va après le traduire, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un alpha réel tel que T de A égale à alpha A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe toujours un alpha réel tel que pour tout IJ appartenant à un n carré, on a AJI qui est égal à alpha AIJ. Bon, bah là, moi, j'ai l'idée de me dire, OK, je vais essayer peut-être de procéder par implication. Ça veut donc dire que si je prends I égale J, ça veut dire qu'on a AII qui vaut, pour tout I, appartenant à un N, AII qui vaut alpha AII. Là, des étudiants ont dû aller vite, ont dû se dire, ah, bah forcément, alpha vaut 1. Attention, alpha vaut 1 si les AII sont non nuls. S'ils sont nuls, ben on a 0 égale 0, et donc alpha peut être différent de 1. Donc c'est là où il fallait être rigoureux, et du coup, passer, par exemple, le alpha est de l'autre côté, ça nous donne 1 moins alpha AII égale 0, et donc là, on est obligé de faire deux cas. Donc, premier cas, si alpha égale 1, qu'est-ce qu'on a? On a alors, ben là c'est fastoche, hein, on a du coup, si alpha égale 1, ça veut dire que transposé de A égale A, et donc ça veut dire que A appartient à Sn de R, A est symétrique. Donc si alpha égale 1, on a donc A, donc T de A qui vaut A, et donc A appartient à Sn de R, c'est évident. Maintenant, le deuxième cas, il est moins évident. Si alpha différent de 1. Bon. Là, ici, il fallait un peu se creuser la tête. Moi, je vous conseille, moi je l'ai fait pour essayer de creuser, donc de faire un brouillon et de voir ce qui se passe pour ABCD. Pour ABCD, dire que ABCD, donc ça c'est la matrice A, et du coup on nous dit que T de A c'est égal à alpha A. Bon, ben ça veut dire donc que ACBD est égal à alpha ABCD. Bon, et on arrive assez rapidement, en procédant par système, au fait que on obtient alpha carré moins 1 C égale à 0. Et donc, ici, une fois de plus, on doit distinguer les cas. Si alpha, là on est dans le cas où alpha est différent de 1, mais ici, ça c'est équivalent à alpha moins 1 facteur de alpha plus 1 fois C égale à 0. Donc on va voir qu'on va devoir aussi distinguer le cas où alpha est différent de moins 1. Bon, ça c'est le brouillon. Creusez bien le brouillon. Et ensuite, pour le cas général, ben voilà comment on pouvait faire. On avait, voilà en tout cas la proposition que je vous suggère. Il y avait peut-être d'autres techniques. Donc là, on est dans le deuxième cas, je vous rappelle, où si ici alpha est différent de 1. Donc alpha est différent de 1. Si alpha est différent de 1, alors ça veut dire que pour tout i appartenant à un n, on a AII qui vaut 0. Je vous remontre ici, on a que 1 moins alpha AII égale 0. Si alpha est différent de 1, c'est que forcément les AII sont tous nuls.
Bon, mais on a quand même aussi, faut pas oublier qu'on a pour tout IJ, AJI, je rédige pas bien, hein, c'est juste pour que vous compreniez l'idée, qui est égal à alpha AIJ. Bon, et là, moi, je me dis, OK, en ayant bien étudié le premier cas, je me dis, je vais sommer pour I allant de 1 à N. Je vais d'abord élever au carré. J'élève au carré, parce que j'ai dans la tête de me dire, tiens, je vais sommer de tout et je vais obtenir une somme de carrés égale à 0. Et en ayant une somme de carrés égale à 0, je sais que ça veut dire que tous les coefficients sont égaux à 0. Et ça, c'est des schémas qu'on voit assez souvent dans les sujets de concours. Donc, j'ai ça en tête, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc, je me dis, je vais tenter. Prise d'initiative. Donc, là, c'est une question hein, sur cette partie-là qui nécessitait une petite prise d'initiative. J allant de 1 à N, de AJI carré, qui vaut somme I allant de 1 à N, de la somme J allant de 1 à N, de AIJ carré. J'oublie pas le alpha que je peux sortir, parce que ça ne dépend pas de I ni de J. Là, je suis content. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette quantité-là et cette quantité-là sont en fait les mêmes quantités. Si je permute les sommes et que je change les indices, il faut comprendre que somme de I fois somme de J de AIJ carré, c'est pareil que somme de I fois somme de J de AJI carré. Ça, j'espère que c'est clair pour vous. Vous permutez les sommes et les indices étant muets, on peut échanger les lettres I et J et on obtient exactement la même chose. C'est des techniques qu'on voit notamment dans la trace. La démonstration de trace de AB égale trace de BA, c'est le même genre de technique. Donc là, on obtient, vu que ça, c'est en fait une somme, enfin c'est comme un réel en fait positif. C'est ce même réel, je vais l'appeler bêta et ça c'est comme un bêta aussi. On obtient finalement que quand je passe, par exemple, ça de l'autre côté, alors pardon, là j'ai juste un truc que j'ai oublié, comme j'ai dit que j'ai élevé au carré, évidemment ici c'est alpha carré. Bon, donc on obtient que bêta moins alpha carré bêta vaut 0. Bon, c'est-à-dire 1 moins alpha carré fois bêta égale 0. OK? C'est-à-dire 1 moins alpha facteur de 1 plus alpha fois bêta égale 0. OK. Et donc là, on est obligé de faire encore des distinctions de cas. Et donc, on y va. Premier sous-cas. Premier sous-cas. Bon, on sait ici que alpha est différent de 1. Donc déjà, ça, on sait que c'est non nul. Mais il y a quand même le cas où alpha est égal à moins 1. Et donc, je fais d'abord le premier sous-cas. Si alpha est différent de moins 1, qu'est-ce qui se passe? Si alpha est différent de moins 1, alors on a bêta qui vaut 0. Mais bêta, c'est quoi? C'est la somme de la somme des AIJ carré, I variant de 1 à N. Or, une somme de carré qui va être nulle, donc la somme ici est égale à 0. Une somme de carré va être nulle si toutes les sommes sont nulles. Donc du coup, on montre ici assez immédiatement que pour tout IJ appartenant à 1N, on obtient que AIJ carré égale 0. C'est-à-dire, je peux enlever le carré, AIJ vaut 0. Et donc, on obtient que A égale 0. Et la matrice nulle appartient bien à Sn de R. Donc, dans ce cas-là, qui est un cas particulier, on a également que trace de A carré égale trace de TAA qui implique A appartient à Sn de R. Et enfin, il nous reste le dernier cas. On a fait le premier sous-cas alpha différent de moins 1. On va maintenant faire le deuxième sous-cas alpha égale à moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque alpha égale à moins 1? Eh bien, lorsque alpha égale à moins 1, je vous répète ce que ça veut dire. Ça veut dire que donc TAA serait égal à moins A. OK. Bon, ben là, il fallait avoir l'idée de revenir à ça. TAA égale à moins A, ça veut dire quoi? Ça implique que TAA est égal à moins A au carré. Ça impliquerait donc que la trace de TAA serait égale à trace de moins A carré. Mais on sait que la trace est une application linéaire, donc du coup on peut sortir le moins. Ça nous fait trace de TAA, pardon, attendez, je vais bien le faire, trace de TAA qui vaut moins trace de A carré. Or, on est dans le cas où trace de TAA vaut trace de A carré.
Donc, ça veut dire que trace de TA, il va être égal à moins trace de A carré et aussi à trace de A carré. Donc, on a une égalité là qui est que trace de A carré égale à moins trace de A carré. C'est-à-dire 2 traces de A carré égale 0. C'est-à-dire, eh oui, c'est-à-dire, faut pas oublier que ça veut dire qu'en fait, j'aurais pu même le dire comme ça, 2 traces de TA, ça va être peut-être plus parlant comme ça, égale à 0. C'est-à-dire, trace de TA égale à 0. Mais ça veut dire quoi? Eh oui, on revient à la norme. Ça veut dire que la norme de A au carré, faut pas oublier que la norme de A, là c'était la norme de A au carré, égale à 0. Mais comme on sait, par propriété du produit scalaire, que norme de A égale 0, équivalent à A égale 0, on a A égale à 0. Et A égale à 0 appartient bien à Sn de R. Bref, ici, on vient de montrer magnifiquement que, donc la réciproque, ce qui nous fait donc bilan, hein, trace de A carré, nous fait bien trace de TAA équivalent à A appartient à Sn de R. Voilà pour donc cette petite pépite. Hein. Clairement, ici, je pense que c'est une question où on pouvait aussi faire la différence et s'illustrer. Ça n'était pas si simple. Qu'est-ce qu'on pouvait, donc je voulais juste vous zoomer après donc sur, c'était, je vous ai dit, ah oui, bon ici je vous en ai parlé, hein. C'était un sujet qui avait été donné quasiment tel quel, à quelques nuances près, à l'ESCP en 2015 à Oral. Moi je voulais, oui, ici, cette question-là, qui semble être en partie 3, on se dit ça va être trop dur. Ça n'est pas trop dur. On va voir que ça, en fait, c'est du cours déguisé. On suppose donc dans cette question, dans cette partie, A est une matrice d'ordre n, F est toujours l'endomorphisme canoniquement associé à A, ok. On suppose dans cette question que F est un projecteur de rang R, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc si je vais maintenant dans cette question, partie 3, 9A, on suppose dans cette question que F est un projecteur de rang R. Ça veut dire qu'en fait, la dimension de l'image de F, c'est R. Bon. Et vous avez sans doute retenu ce que je disais tout à l'heure, que Rn, c'est ker de F plus im de F. Bon, maintenant, si je prends E1, En-R, une base de ker F. Et alors, peut-être que j'aurais dû les appeler, peut-être E1, c'est malvenu, parce que ça, c'est la base canonique. Donc, on va les appeler, je ne sais pas moi, U1 jusqu'à UN-R. Et puis, UN-R plus 1 jusqu'à UN, une base de l'image. Pourquoi je prends ça? Je sais que l'image est de dimension R. Donc, comme l'image est de dimension R, bah, je prends ça, là, ici, il y a R vecteur. Et puis, du coup, le noyau, lui, il y aura N-R vecteur. C'est pour ça que je les nomme comme ça. Bon, et si je représente la matrice, regardez, si je prends, donc je vais l'appeler, j'en sais rien, moi, on peut l'appeler grand P, par exemple. La matrice représentant F dans cette base-là, si j'appelle C, la base qui est en fait la concaténation de ces deux bases, donc c'est la base U1 jusqu'à UN, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a F de U1, F de U2, jusqu'à F de UN-R, et ensuite, on a F de UN-R plus 1 jusqu'à F de UN. Hop, en fonction de U1, UN-R, bref, etc. jusqu'à UN. Bon, j'ai pas pris assez de place, j'aurais pu prendre un peu plus. Mais F de U1. F de U1, vu que U1 est une base du noyau, on sait que F de U1 vaut 0. Et donc ici, F de U1, ça fait que des 0. F de U2, pareil, il n'y aura que des 0. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit une question très dure. De même, on sait que quand on est dans l'image, souvenez-vous, l'histoire du projecteur là. Donc là, on est sur
ici, on est sur la projection sur l'image parallèlement au noyau. Donc là, on a im de f. Donc, quand on a un élément qui est dans l'image, par exemple ici, c'est UN, par exemple, UN, quand je fais f de UN, bah, c'est égal à UN. Souvenez-vous, hein, x égale à y plus z, p de x, si y appartient à donc l'image et z appartient au noyau, on sait que p de x, ça vaut y. Et donc, quand je fais p de y, parce que là, on est déjà sur l'image, p de y, ça fait y. Donc là, ici, on avait f de un plus n moins r plus 1, il n'y a que des zéros, et ici, il y a un 1, et après que des zéros. Bref, on obtient ici que des 1, et là, ici, que des zéros. Et donc, quand je fais la trace de cette matrice pas belle, ben, au début, j'ai que des zéros, mais après, de un moins r jusqu'à un, ben, j'ai que des 1. Et donc, ça va être en fait la somme des 1 de n moins r jusqu'à n, de n moins r plus 1, pardon, jusqu'à n. Donc, ici, matriciellement, on voit très rapidement que la trace de P, ça va être la somme K allant de n moins R plus 1 à n des 1. Et ça, on trouve exactement B moins A plus 1, c'est-à-dire R. Donc là, c'était une question de cours. Donc vous ne pouviez pas me dire que c'était une question injouable, même si elle était en partie 3. Bon, et enfin, là, le reste, hein, je vous l'ai dit, là, c'était cadeau. Là, ici, donc là, c'était du cours, la question 16. Et puis, là, c'était du produit. Alors, je l'ai fait, mais c'est vraiment, c'était pas très dur comme ça, vraiment. Faites-le seul. Ça, c'était des questions qui étaient très largement abordables. Il y avait quelques techniques, mais pas des techniques très compliquées sur le produit scanner. Voilà pour cette analyse du sujet d'HEC. Vous avez, comme vous l'avez peut-être vu, le même genre d'analyse sur tous les sujets du concours, hein, donc le concours corrigé par MyPrépa. On est là pour vous aider, notamment pour les étudiants, les futurs étudiants de deuxième année, mais aussi les premières années qui passent les concours blancs décisifs et qui, sur cette vidéo, auront vu des questions sur la trace qui sont des questions de première année. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour les autres épreuves.